Mon oncle Henri, le frère de ma mère, me lance en l'air et me rattrape au vol. Je hurle d'angoisse, mais quand ma mère m'a repris dans ses bras, je crie encore, 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 encore. Mon oncle Henri avait 30 ans, une jolie barbe brune, et il était mécanicien de machines à vapeur. Il travaillait à leur construction dans les ateliers des forges et chantiers, comme avait fait son père, ce grand-père maternel que je n'ai jamais connu. Celui-là était né à Coutances vers 1845 et il s'appelait Guillaume Lanceau. Normand de pure race, il était venu à Marseille en faisant son tour de France. Ma grand-mère marseillaise lui plut, il y resta. À 24 ans, il avait déjà 3 enfants, dont ma mère était la petite dernière. Comme il savait bien son métier et que la mer ne lui faisait pas peur, on l'envoya un jour à Rio de Janeiro pour dépanner un navire à vapeur dont la machine ne voulait plus repartir. Il arriva dans ce pays encore sauvage, sans vaccin d'aucune sorte. Il vit des gens qui mouraient de la fièvre jaune et, tout bêtement, il vit comme eux. Ses enfants n'avaient pas eu le temps de le connaître et ma grand-mère, qui ne fut sa femme que pendant 4 années, n'a pas pu nous dire grand-chose, sinon qu'il était très grand, qu'il avait des yeux bleus de mer, des dents très blanches, qu'il était d'un blond tirant sur le roux, et qu'il riait d'un rien comme les enfants. Je n'ai même pas sa photographie. Parfois le soir, à la campagne, au coin du feu, je l'appelle, mais il ne vient pas. Il doit être encore dans les Amériques. Alors, tout seul, en regardant danser les flammes, je pense à mon grand-père de 24 ans, qui mourut sans lunettes, avec toutes ses dents sous une épaisse chevelure dorée. Et je m'étonne d'être le si vieux petit-fils d'un grand jeune homme de Coutances. Un autre souvenir d'Aubagne, c'est la partie de boules sous les platanes du cours. Mon père, parmi d'autres géants, faisait des bonds prodigieux et lançait une masse de fer à des distances inimaginables. Parfois, il y avait de grands applaudissements, puis les géants finissaient toujours par se disputer à cause d'une ficelle qu'ils s'arrachaient des mains, mais ils ne se battaient jamais. Lorsqu'elle allait au marché, elle me laissait au passage dans la classe de mon père, qui apprenait à lire à des gamins de 6 ou 7 ans. Je restais assis bien sage au premier rang et j'admirais la toute-puissance paternelle. Il tenait à la main une baguette de bambou. Elle lui servait à montrer les lettres et les mots qu'il écrivait au tableau noir, et quelquefois à frapper sur les doigts d'un cancre inattentif. Un beau matin, ma mère me déposa à ma place et sortit sans mot dire pendant qu'il écrivait magnifiquement sur le tableau. La maman a puni son petit garçon qui n'était pas sage, tandis qu'il arrondissait un admirable point final. Je criai « Non, ce n'est pas vrai !» Mon père se retourna soudain, me regarda stupéfait et s'écria « Qu'est-ce que tu dis ?» Maman ne m'a pas puni.
Eh bien, lis. Je lus la phrase à haute voix. Alors, il alla prendre un abécédaire et je lus sans difficulté plusieurs pages. Je crois qu'il y eut ce jour-là la plus grande joie, la plus grande fierté de sa vie. Lorsque ma mère survint, elle me trouva au milieu des 4 instituteurs qui avaient renvoyé leurs élèves dans la cour de récréation et qui m'entendaient déchiffrer lentement l'histoire du petit poussé. Mais au lieu d'admirer cet exploit, elle pâlit, déposa ses paquets par terre, referma le livre et m'emporta dans ses bras en disant « Mon Dieu, mon Dieu !» Sur la porte de la classe, il y avait la concierge, qui était une vieille femme corse. Elle faisait des signes de croix. J'ai su plus tard que c'était elle qui était allée chercher ma mère, en l'assurant que ces messieurs allaient me faire éclater le cerveau. À table, mon père affirma qu'il s'agissait de superstitions ridicules, que je n'avais fourni aucun effort, que j'avais appris à lire comme un perroquet apprend à parler, et qu'il ne s'en était même pas aperçu. Ma mère ne fut pas convaincue, et de temps à autre, elle posait sa main fraîche sur mon front et me demandait « Tu n'as pas mal à la tête ?» Non, je n'avais pas mal à la tête, mais jusqu'à l'âge de 6 ans, il ne me fut plus permis d'entrer dans une classe, ni d'ouvrir un livre par crainte d'une explosion cérébrale. Elle ne fut rassurée que 2 ans plus tard, à la fin de mon premier trimestre scolaire, quand mon institutrice lui déclara que j'étais douée d'une mémoire surprenante, mais que ma maturité d'esprit était celle d'un enfant au berceau. De Saint-Loup, mon père fit un bond de comète, car franchissant d'un seul coup les faubourgs, il fut nommé à sa grande surprise instituteur titulaire à l'école du chemin des Chartreux, la plus grande école communale de Marseille. Elle était gouvernée par un directeur sans classe qui était une sorte de proviseur. Il allait voir monsieur l'inspecteur d'académie sans la moindre convocation. Il était membre du jury du brevet élémentaire et même parfois du brevet supérieur. D'ailleurs, le concierge avait dit devant moi à mon père charmé que les 12 instituteurs des Chartreux étaient l'élite des maîtres et qu'au bout de 4 ou 5 ans de service, ceux qui le désiraient étaient immédiatement nommés directeurs et souvent à Marseille même. Cette déclaration du concierge de l'école du chemin des Chartreux fut souvent citée dans la famille, et ma mère, qui en était toute glorieuse, la répéta à Madame Mercier et Mademoiselle Guimard, en ajoutant qu'après tout, ce concierge exagérait peut-être un peu, mais elle n'avait pas l'air de le croire. Elle était toujours pâle et frêle, mais heureuse, entre son Joseph et ses 2 garçons, sa machine à coudre toute neuve. Cette prodigieuse invention moderne me permettait de l'aider dans ses travaux. Agenouillée sous la petite table, devant sa robe, je faisais avec mes mains osciller la large pédale que j'arrêtais net au commandement. Mon frère Paul était un petit bonhomme de 3 ans. La peau blanche, les joues rondes avec de grands yeux d'un bleu très clair et les boucles dorées de notre grand-père inconnu. Il était pensif, ne pleurait jamais et jouait tout seul sous une table avec un bouchon ou un bigoudi. Mais sa voracité était surprenante. De temps à autre, il y avait un drame éclair. On le voyait tout à
doigt dans sa gorge ou le secouer en le tenant par les talons, comme fit jadis la mère d'Achille. Alors, dans un râle affreux, il expulsait une grosse olive noire, un noyau de pêche ou une longue lanière de lard. Après quoi, il reprenait ses jeux solitaires, accroupi comme un gros crapaud. Joseph était devenu magnifique. Il avait un costume neuf bleu marine, digne de l'école des Chartreux. Ses lunettes jadis cerclées de fer brillaient maintenant dans une monture d'or et leurs verres s'étaient arrondis. Enfin, il portait une cravate d'artiste, une ganse noire aux deux bouts pendants. Mais cette prétention était justifiée par le fait qu'il s'était associé à son collègue Arnaud pour travailler le jeudi et le dimanche matin à la reproduction des cartes murales de géographie que les éditions Vital-Lablache leur payaient jusqu'à 100 francs l'une. Dans le budget familial, Vital-Lablache était compté pour 25 francs par mois et ce nom double était 2 fois béni. Le jeudi et le dimanche, ma tante Rose, qui était la sœur aînée de ma mère et qui était aussi jolie qu'elle, venait déjeuner à la maison et me conduisait ensuite au moyen d'un tramway jusqu'en ces lieux enchantés. On y trouvait des allées ombragées par d'antiques platanes, des bosquets sauvages, des pelouses qui vous invitaient à vous rouler dans l'herbe, des gardiens pour vous de le défendre et des étangs où naviguent des flottilles de canards. On y trouvait aussi, à cette époque, un certain nombre de gens qui apprenaient à gouverner des bicyclettes. Le regard fixe, les mâchoires serrées, ils échappaient soudain au professeur, traversaient l'allée, disparaissaient dans un fourré et réapparaissaient, leur machine autour du cou. Ce spectacle ne manquait pas d'intérêt et j'en riais aux larmes. Mais ma tante ne me laissait pas longtemps dans cette zone dangereuse. Elle m'entraînait, la tête tournée en arrière, vers un coin tranquille au bord de l'étang. Nous nous installions sur un banc toujours le même, devant un massif de lauriers, entre deux platanes. Elle sortait un tricot de son sac et j'allais vaquer aux travaux de mon âge. Ma principale occupation était de lancer du pain au canard. Ces stupides animaux me connaissaient bien. Dès que je montrais un croton, leur flottille venait vers moi à force de palmes et je commençais ma distribution. Lorsque ma tante ne me regardait pas, tout en leur disant d'une voix suave des paroles de tendresse, je leur lançais aussi des pierres avec la ferme intention d'en tuer un. Cet espoir toujours déçu faisait le charme de ces sorties, et dans le grinçant tramway du Prado, j'avais des frémissements d'impatience. Mais un beau dimanche, je fus péniblement surpris lorsque nous trouvâmes un monsieur assis sur notre banc. Sa figure était d'un vieux rose. Il avait une épaisse moustache châtain, des sourcils roux et bien fournis, de gros yeux bleus et un peu saillants. Sur ses tempes, quelques fils blancs. De plus, il lisait un journal sans image. Je le classai aussitôt parmi les vieillards. Ma tante voulut m'entraîner vers un autre campement, mais je protestai. C'était notre banc, et ce monsieur n'avait qu'à partir. Il fut poli et discret.
incontestable de richesse et d'une bonne éducation. Ma tante s'installa à l'autre bout, sortit son tricot et je courus avec mon petit sac de croûtons vers le bord de l'étang. Je choisis d'abord une très belle pierre, grande comme une pièce de 5 francs, assez plate et merveilleusement tranchante. Par malheur, un garde me regardait. Je la cachai donc dans ma poche et je commençai ma distribution, avec des paroles si plaisantes et si affectueuses que je fus bientôt en face de toute une escadre rangée en demi-cercle. Le garde, un blasé, me parut peu intéressé par ce spectacle. Il tourna simplement le dos et s'en alla à pas compter. Je sortis aussitôt ma pierre et j'eus la joie, un peu inquiète, d'atteindre en pleine tête le vieux père Canard. Mais au lieu de chavirer et de couler à pic, comme je l'espérais, ce dur à cuire vira de bord et s'enfuit à toute palme en poussant de grands cris d'indignation. À 10 mètres du bord, il s'arrêta et se tourna de nouveau vers moi, debout sur l'eau et battant des ailes. Il me lança toutes les injures qu'il savait, soutenu par des cris déchirants de toute sa famille. Le gars n'était pas bien loin. Je courus me réfugier auprès de ma tante. Elle n'avait rien vu, elle n'avait rien entendu, elle ne tricotait pas. Elle faisait la conversation avec le monsieur du banc. Oh, le charmant petit garçon, dit-il, quel âge as-tu? 6 ans. Il en paraît 7, dit le monsieur. Puis il fit compliment sur ma bonne mine et déclara que j'avais vraiment de très beaux yeux. Elle se hâta de dire que je n'étais pas son fils, mais celui de sa sœur, et elle ajouta qu'elle n'était pas mariée. Sur quoi l'aimable vieillard me donna 2 sous pour aller acheter des souplis au marchand qui était au bout de l'allée. On me laissa beaucoup plus libre que d'ordinaire. J'en profitai pour aller chez les cyclistes. Debout sur un banc, par prudence, j'assistais à quelques chutes inexplicables. La plus franchement comique fut celle d'un vieillard d'au moins 40 ans. En faisant de plaisantes grimaces, il arracha le guidon de sa machine et s'abattit tout à coup sur le côté, en serrant toujours de toutes ses forces les poignées de caoutchouc. On le releva couvert de poussière, ses pantalons déchirés aux genoux et aussi indigné que le vieux canard. J'espérais une bataille de grandes personnes lorsque ma tante et le monsieur du banc arrivèrent et m'entraînèrent loin du groupe vociférant, car il était l'heure de rentrer. Le monsieur prit le tramway avec nous. Il paya même nos places malgré les très vives protestations de ma tante, qui en était, à mon grand étonnement, toute rougissante. J'ai compris beaucoup plus tard qu'elle s'était considérée comme une véritable courtisane parce qu'un monsieur encore inconnu avait payé 3 sous pour nous. Nous le quittâmes au terminus et il nous fit de grandes salutations avec son chapeau melon à bout de bras. En arrivant sur la porte de notre maison, ma tante me recommanda à voix basse de ne jamais parler à personne de cette rencontre. Elle m'apprit que ce monsieur était le propriétaire du parc Borelli, que si nous disions un seul mot de lui, il le saurait certainement et qu'il nous défendrait d'y retourner. Comme je lui demandai pourquoi, elle me répondit que c'était un secret. Je fus charmée de connaître, sinon un secret, du moins son existence. Je promis et je tins parole. Nos promenades au parc devinrent de plus en plus fréquentes et l'aimable propriétaire nous attendait toujours sur notre banc. Mais il était assez difficile de le reconnaître de loin
gilet bleu, tantôt une veste de chasse avec un gilet de tricot. Je l'ai même vu en jaquette. De son côté, ma tante Rose portait maintenant un boa de plumes et une petite toque de mousseline sous un petit oiseau bleu aux ailes ouvertes qui avait l'air de couver son chignon. Elle empruntait l'ombrelle de ma mère, ou ses gants, ou son sac. Elle riait, elle rougissait, et elle devenait de plus en plus jolie. Dès que nous arrivions, le propriétaire me confiait d'abord au berger des ânes, que je chevauchais pendant des heures, puis à l'omnibus traîné par 4 chèvres, puis au patron du toboggan. Je savais que ces largesses ne lui coûtaient rien, puisque tout le parc lui appartenait, mais j'en étais pas moins très reconnaissant, et j'étais fier d'avoir un ami si riche et qui me prouvait un si parfait amour. 6 mois plus tard, en jouant aux cachettes avec mon frère Paul, je m'enfermai dans le bas du buffet, après avoir repoussé les assiettes. Pendant que Paul me cherchait dans ma chambre et que je retenais mon souffle, mon père, ma mère et ma tante entrèrent dans la salle à manger. Ma mère disait tout de même, 37 ans, c'est bien vieux. Allons donc, dit mon père, j'aurai 30 ans à la fin de l'année, et je me considère comme un homme encore jeune. 37 ans, c'est la force de l'âge, et puis, Rose n'a pas 18 ans. J'ai 26 ans, dit la tante Rose, et puis il me plaît. Qu'est-ce qu'il fait à la préfecture? Il est sous-chef de bureau. Il gagne 220 francs par mois. Dit mon père, et il a de petites rentes qui lui viennent de sa famille. Oh, dit mon père. Il m'a dit que nous pouvions compter sur 350 francs par mois. J'entendis un long sifflement, puis mon père ajouta, eh bien, ma chère Rose, je vous félicite, mais au moins, est-ce qu'il est beau? Oh non, dit ma mère, ça, pour être beau, il n'est pas beau. Alors je poussai brusquement la porte du buffet, je sautai sur le plancher et je criai « Oui, il est beau, il est superbe !» Et je courais vers la cuisine dont je fermai la porte à clé. C'est à la suite de tous ces événements que le propriétaire vint un jour à la maison, accompagné de ma tante Rose. Il montrait un large sourire sous ses ailes d'un chapeau melon qui était d'un noir lustré. Ma tante Rose était toute rose, vêtue de rose, des pieds à la tête, et ses beaux yeux brillaient derrière une voilette bleue accrochée au bord d'un canotier. Ils revenaient tous deux d'un voyage, et il y eut de grandes embrassades. Oui, le propriétaire, sous nos yeux stupéfiés, embrassa ma mère, puis mon père. Ensuite il me prit sous les aisselles, me souleva, me regarda un instant et dit « Maintenant je m'appelle l'oncle Jules, parce que je suis le mari de tante Rose. » Le plus étonnant, c'est qu'il ne s'appelait pas Jules. Son véritable prénom était Thomas. Mais ma chère tante, ayant entendu dire que les gens de la campagne appelaient Thomas leur pot de chambre, avait décidé de l'appeler Jules, ce qui est encore plus usité pour désigner le même objet. L'innocente créature, faute d'avoir fait son service militaire, l'ignorait, et personne n'osa l'en informer, pas même Thomas Jules qui l'aimait trop pour la contredire, surtout quand il avait raison. L'oncle Jules était né au milieu des vignes dans le Roussillon doré, où tant de gens roulent dans de barriques. Il avait laissé le vignoble à ses frères et il était devenu l'intellectuel de la famille, car il avait fait son droit.
ami, quoique l'oncle Jules, plus vieux et plus riche, prit parfois des airs protecteurs. Il protestait de temps en temps contre la durée abusive des vacances scolaires. J'admets, disait-il, que les enfants aient besoin d'un si long repos, mais pendant ce temps on pourrait employer les instituteurs à autre chose. Et oui, disait ironiquement mon père, ils pourraient aller remplacer pendant 2 mois les fonctionnaires de la préfecture, épuisés par leurs longues siestes et meurtris par le rond de cuir. Mais ces escarmouches amicales s'arrêtaient là, et jamais on n'abordait le grand sujet, sinon par des allusions discrètes. L'oncle Jules allait à la messe. Lorsque mon père apprit, par une confidence de tante Rose à ma mère, qu'il communiait 2 fois par mois, il en fut positivement consterné et déclara que c'était un comble. Ma mère alors le supplia d'admettre cet état de choses et de renoncer devant l'oncle à son petit répertoire de plaisanteries sur les curés, et en particulier à une chansonnette qui célébrait les exploits aéronautiques du vénérable père du Panteloup. Crois-tu qu'il se fâcherait vraiment? Je suis sûre qu'il ne remettrait plus les pieds chez nous et qu'il défendrait à ma sœur de me fréquenter. Mon père secoua tristement la tête et soudain, d'une voix furieuse, il s'écria: Voilà, voilà l'intolérance de ces fanatiques. Est-ce que je l'empêche, moi, d'aller manger son Dieu tous les dimanches? Est-ce que je te défends de fréquenter ta sœur parce qu'elle est mariée à un homme qui croit le créateur de l'univers? Est-ce que je te défends de fréquenter ta sœur parce qu'elle est mariée à un homme qui croit que le créateur de l'univers descend en personne tous les dimanches dans 100 000 gobelets? Eh bien, je veux bien lui montrer ma largeur d'esprit. Je le ridiculiserai par mon libéralisme. Non, je ne lui parlerai pas de l'Inquisition, ni de Calas, ni de Jean Hus, ni de tant d'autres que l'Église envoya au bûcher. Je ne dirai rien des papes Borgias, ni de la papesse Jeanne, et même s'il essaie de me prêcher les conceptions puériles d'une religion aussi enfantine que les contes de ma grand-mère, je lui répondrai poliment et je me contenterai d'en rigoler doucement dans ma barbe. Mais il n'avait pas de barbe, et il ne rigolait pas du tout. Cependant, il tint parole, et leur amitié ne fut pas troublée par les quelques mots qui leur échappaient de temps en temps, et que leur femme vigilante escamotait aussitôt par de grands cris de surprise ou des éclats de rire stridents dont elles inventaient ensuite le motif. Mon oncle Jules devint très vite mon grand ami. Il me félicitait souvent d'avoir tenu la parole donnée et d'avoir gardé le secret au temps des rendez-vous au parc Borély. Il disait à qui voulait l'entendre que cet enfant ferait un grand diplomate ou un grand officier de premier ordre. Cette prophétie, qui avait pourtant une alternative, ne s'était pas encore réalisée. Il tenait beaucoup à voir mes bulletins scolaires et me récompensait ou me consolait par des jouets et des sachets de berlingots. Cependant, comme je lui conseillais un jour de faire construire une petite maison dans son admirable parc Borély, avec un balcon pour voir les cyclistes, il m'avoua sur le mode badin qu'il n'en avait jamais été le propriétaire. Je fus consterné par la perte instantanée d'un si beau patrimoine, et je regrettais d'avoir si longtemps admiré un imposteur. De plus, je découvris ce jour-là que les grandes personnes savaient mentir aussi bien que moi, et il me semblait que je n'étais plus en sécurité parmi elles. Mais d'un autre côté, cette révélation qui justifiait mes propres mensonges passés, présents et futurs, m'apportait la paix du cœur, et lorsqu'il était indispensable de mentir à mon père, et que ma petite conscience prosternait faiblement, je lui répondais comme l'oncle Jules. Alors, l'œil naïf et le front serein, je mentais admirablement. Un beau jour, nous
moment même où Croquignol, après un croche-pied à l'agent de police, prenait la fuite au-dessus de la mention à suivre, je le refermai brusquement. Mon succès fut complet.